Heureuse de vous retrouver encore une fois de plus ce soir et merci de votre fidélité à ce programme. Le point revient cette fois-ci avec Jean-Jacques Bemba qui est membre de la majorité présidentielle. Bienvenue à cette émission, Monsieur Bemba. Bonsoir Madame Wamina. Comment allez-vous? Merci par la grâce de Dieu. Vous allez bien? Mais voilà. Ça se voit. Oui. Et surtout quand on est dans la majorité présidentielle, on peut se porter bien. Écoutez, quand la conviction y est, on a beaucoup plus facile à se porter. Pour ceux qui ne savent pas, vous êtes le frère de Jean-Pierre Bemba. Voilà. Mais comment ça se fait que vous vous alignez pas derrière lui? Vous ne partagez pas sa conviction, c'est ça? Et voilà. Vous l'avez dit, c'est une question de conviction et des valeurs que je défends. Je les trouve plus chez Joseph Kabila. Et comme on dit en politique, c'est le programme du gouvernement qui compte, c'est l'objectif du gouvernement qui compte et Kabila nous a prouvé assez qu'il voulait du bien pour ce pays et je me suis aligné là pour aider le pays et derrière lui. Et voilà. Ah ben alors comment conciliez-vous vos activités dans la MP avec celles de la famille? Écoutez, il faut savoir faire la part des choses. Hein. Je sais que ce n'est pas évident pour tout le monde, mais moi, je suis préparé à ça. Ma famille reste ma famille. C'est le sang, c'est Dieu qui a voulu que ça soit comme ça. Kabila, c'est mon choix. Ça n'a aucun rapport avec le sang. Mais j'ai choisi de l'aider et de contribuer à l'évolution de mon pays. Et j'en suis très fier. Et je fais bien la part des choses. J'espère que de l'autre côté aussi, mes sœurs, mes frères pourront également séparer les choses de cette façon-là. On va dire comme ça que vous êtes le seul dans la famille à opter pour la vision du chef de l'État. De la famille Bemba alors. Bemba. Oui, certainement. Oui. Certainement, oui. Alors, en tant qu'acteur politique. Hein. Mais votre frère est en prison à La Haye depuis plusieurs années. Est-ce que vous en parlez, ça vous arrive d'en parler à la MP? Parler avec la MP? Dans la MP. Écoutez, la meilleure façon... On ne sait pas précisément avec qui, mais bon, est-ce que ça vous arrive quand même Bien d'en sûr, parler? on a des amis partout, on a des amis dans l'opposition, on a des amis dans la MP, on parle. Évidemment, quand le sujet Jean-Pierre Bemba revient à l'actualité, on essaie de partager tous ensemble. Vous essayez aussi de plaider pour sa cause? Écoutez, je n'ai fait que ça. Si je suis arrivé à séparer les choses, c'est parce que j'ai toujours défendu la cause de mon frère pour que sa place n'ait pas en prison. J'aurais bien voulu qu'il soit dehors, ça aurait été beaucoup plus simple pour la famille aussi. Mais n'oubliez quand même pas qu'il y a eu un discours du chef de l'État, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a une année, où il a demandé que la République allait suivre les dossiers de tous les prisonniers à la CPI, y compris Jean-Pierre Bemba. C'est que ça ennuie certainement Joseph Kabila. C'était quand même son vice-président, hein, il ne faut pas oublier. Et c'est le premier Congolais. C'était aussi son principal challenger. Mais il n'est pas le seul. Il a fait un +4. Toutes les rébellions étaient des challengers de Kabila. C'était lui le principal. Si Jean-Pierre a pu se détacher, c'est par le combat qu'il a mené et par son programme qu'il a emmené pendant l'électorat de 2006. Et c'est comme ça qu'il a été challenger numéro 1 de Kabila, parce qu'il avait un programme certainement meilleur que les autres candidats de l'opposition. Mais ça n'enlève pas que le combat de Joseph Kabila, c'est sortir aussi un fils du pays de la prison, qui n'est jamais une agréable chambre à coucher. Ben voilà, on va dire comme ça que Jean-Pierre Bemba n'a pas perdu espoir. Il est toujours là en train d'espérer pouvoir être un jour président de cette République. Alors si jamais il devenait président de la République, vous allez vous aligner du côté de l'opposition? Vous savez, Jean-Pierre Bemba a été vice-président dans ce pays pendant 3 ans, de 2003 à 2006. Moi, j'étais en Europe, je ne suis pas revenu. C'est qu'il n'y a rien d'opportuniste à ça. Et la vision que j'ai et les convictions que j'ai n'ont pas changé. Et c'est comme ça que si jamais il sort et qu'il est président, comme vous le dites, un jour, si Dieu le veut, eh ben écoutez, il faut qu'il convainque. Il faut qu'il ait changé aussi, comme on dit, il n'y a que des imbéciles qui ne changent pas. Peut-être que je changerai parce que je ne suis pas imbécile, mais lui aussi, j'espère qu'il changera parce qu'il ne l'est pas non plus. Et les visions qu'il avait et les convictions qu'il avait, s'il les change, mais pourquoi pas? Si on peut aller ensemble, mais ça sera avec plaisir, c'est mon frère. D'accord. On va parler de ce qui se passait hier au Parlement. Comment avez-vous, avant que nous allions dans les détails, quelle lecture avez-vous faite de l'exercice parlementaire d'hier? Je l'ai regardé à la télévision comme tout Congolais qui n'est pas élu et qui n'a pas eu l'opportunité d'aller dans la salle.
Écoutez, moi j'estime que chacun des députés qui a été élu, chacun se regarde dans la glace, au miroir, il sait ce qu'il vaut. Il sait ce qu'il a fait hier. Si c'est ça leur objectif, si c'est pour ça qu'on les a envoyés faire ça, eh bien, tant mieux pour eux. Mais moi, j'estime qu'il y avait beaucoup de choses qui n'ont pas marché hier et je suis pas très fier de ce qui s'est passé hier. Je préfère être franc, même si je suis de la majorité, mais il faut savoir se regarder dans la glace et se dire qu'il y a des comédies, il y a du théâtre où on n'est pas obligé d'accepter. Moi, j'étais pas content du tout du théâtre qui s'est passé là-bas. C'est une comédie assez mal à avaler et j'estime qu'il y avait moyen de faire mieux que ça. Mais alors, qu'est-ce que vous n'avez pas apprécié concrètement? Non, aussi bien l'opposition que la majorité, mais l'opposition s'est dit opposition, mais on a bien vu ce qu'ils ont fait hier, sortir de la salle. Quand vous êtes en avance, vous savez bien que... Une activité de routine hein, pour l'opposition. Oui, ça devient une routine, mais une routine basée sur quoi? Sur des convictions ou bien basée sur la cupidité. C'est ça qui est triste, parce qu'il faut pas... Mais là, ils sont allés plus loin. Ils ont même formulé une plainte qu'ils vont déposer... une plainte contre la majorité présidentielle. Ah bon? Ouais. C'est marrant, ça. Ils n'ont pas fait que claquer la porte, ils sont allés plus loin. Écoutez, madame, moi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai des amis dans l'opposition aussi bien dans la majorité. Je parle avec tout le monde parce que ce sont des frères congolais, même si on est divisé au point de vue idéologique. Mais leur plainte, bonne chance alors que ça aboutisse. Il faut qu'ils se regardent tout droit dans les yeux, chacun, et qu'ils se regardent dans le miroir pour dire j'ai vraiment le droit de faire la plainte. C'est facile de manger dans la casserole de la majorité et après porter plainte contre la majorité. C'est vraiment triste. Ah, c'est-à-dire les opposants mangent dans la casserole de la majorité. Je n'ai pas de secret, c'est un secret de polichinelle. Je n'irai pas donner de détails, mais je sais seulement que c'est beaucoup de théâtre et il faut que ça s'arrête un jour. Hein. Kabila n'a pas besoin de ça. Un jour, dans son discours, il a dit il faut qu'on change les Congos. Pour les changer, il faut que les hommes changent. Il faut que chacun de nous change. Il faut que ça s'arrête. Mobutu serait heureux aujourd'hui de voir qu'il est parti, mais le moboutisme est toujours là. C'est le plus malheureux, c'est pas le Raïs, c'est son père qui était venu croyant qu'il allait changer les hommes, mais je vois que nous sommes sous les mauvais réflexes toujours, avec les mauvais réflexes de moboutisme. C'est bien dommage. Mais alors, qu'est-ce qui fait que la majorité tient à tout prix à entretenir une certaine opacité autour de la gestion parlementaire ? Écoutez, madame, moi je reviens toujours à la même chose, disant qu'il faut que chacun se regarde. Il faut que chacun sache pourquoi il a été envoyé par la population et par son électorat à l'hémicycle. Le travail d'un député, c'est quoi? Je suis chaque fois étonné. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de matières peut-être à traiter et on est obligé d'aller tous les jours, de lundi à vendredi au Parlement. Ça aurait été beaucoup plus simple qu'on aille une fois tous les 15 jours, 2 fois par semaine, parce que chacun doit rentrer dans son travail. Que les professionnels de médecine soient médecins, qui rentrent dans les hôpitaux, que ceux qui sont habitués à aller faire le chant, qui fassent le chant, et que ceux qui sont des professeurs d'université, qu'ils aillent à l'université, et qu'on se retrouve une semaine à l'hémicycle pour faire des choses sérieuses. Mais du lundi à vendredi, quand on va, je crois qu'à un moment donné, il n'y a pas de sérieux et on regarde ce qu'il y a à apprendre et on connaît les résultats. Hein. Je pense qu'on a corrigé avec moi, je parlais de la plainte qui est adressée plutôt au bureau de l'Assemblée nationale et non pas à la majorité présidentielle. Alors, vous pensez que cette opacité qui est entretenue au sein de l'hémicycle, qui est censée être le temple de la démocratie, est soutenue par le membre du bureau ? Mais écoutez, l'opacité vient de convictions de chacun. Je ne sais pas pourquoi il y a cette situation opaque. La majorité fait son travail, je suppose. Est-ce qu'il le fait bien? Est-ce qu'elle le fait bien? Je crois qu'elle le fait bien parce qu'elle détient le pouvoir. Elle est de la majorité présidentielle. C'est elle qui est censée voter, puisque les autres sont en minorité. Et je crois qu'elle fait bien son travail, bien que on pourrait faire mieux. Mais je suis de la majorité, je parle avec les gens qui sont censés diriger la majorité. Mais si la majorité faisait très bien son travail, Lokondo, par exemple, l'honorable Lokondo n'allait pas s'insurger contre.
Non, mais hier, il a parlé. Il a bien parlé, hier, Lokondo. Je suppose que tout le monde a suivi, et vous l'avez suivi comme moi. Oui, mais pourtant, il est de la majorité. Il a condamné quelques... Mais il n'est pas le premier à condamner des choses qui ne vont pas dans la majorité. Le MSR était bien contre... Mais justement, est-ce que ce n'est pas un signal fort si les membres de la même plateforme se pointent du doigt? Est-ce que ce n'est pas un signal fort que les choses ne marchent pas très bien au sein de la plateforme du chef de l'État? C'est la démocratie, chacun peut dire ce qu'il veut, mais c'est vrai qu'on aurait bien voulu que chacun soit raisonnable et surtout censé savoir que la majorité, une fois qu'on est ensemble, il faut faire les choses en commun et qu'il y a une ligne de conduite à suivre, même si on n'est pas content, et c'est la démocratie, c'est vrai, mais il faut l'exprimer dans la famille. Une fois qu'on est dehors et à l'hémicycle, il faut être tous d'accord avec la ligne de conduite. On voudrait bien que ça soit comme ça. Bon, vous savez, il y a toujours des dérapages et on ne peut pas contrôler parfois les dérapages de chacun. De nous, quand il se réveille, il sait ce qu'il va faire, on ne peut pas le contrôler. Mais voilà, les activités de l'hémicycle du Palais du Peuple est suivies de près par la population congolaise, par le peuple lui-même. Est-ce que vous ne craignez pas une réaction similaire à ceux de Burkinabé? Une réaction de la part du peuple congolais? Non, mais écoutez... Parce que quand vous évoquez tout à l'heure que les gens de l'opposition mangent dans la casserole de la MP, il y a du théâtre là-dessus, ça c'est son propos. Bien sûr, il y a du théâtre. Ou alors, et le peuple congolais dans tout ça, qui a donné ses voix? Ben écoutez, au peuple congolais de juger aux prochaines échéances électorales. Chacun des députés va rendre compte à son électorat. Si le peuple... vous savez, on a beaucoup grandi au Congo, en matière de politique, même, j'en reviens pas, moi-même, qui ai fait 13 ans en Europe, je suis revenu, je vois que beaucoup de Congolais ont grandi et beaucoup de la population, en tout cas, suit la politique du Congo. Et ils vont rendre compte, et je crois qu'il y aura beaucoup de sanctions aux prochaines élections, parce qu'ils ont vu qui ils ont envoyé. Ils vont les sanctionner. On a déjà vu des gens de 2006 qui ne sont pas revenus, et beaucoup de 2011 ne reviendront pas, j'en suis certain, parce qu'il y a des gens qui sont là, ils font pas leur travail, ils seront punis. Parce que le peuple n'est plus naïf comme il y a 30 ans. Je crois qu'ils auront des sanctions, parce que moi qui suis un acteur politique, je vois bien qu'il y a des choses qui ne vont pas par rapport aux élus. Il faut dire la vérité. Il faut savoir se regarder dans les yeux, leur dire. Et moi, je ne rate jamais aucun... Cela dépend de la gestion du bureau. La gestion... Les comportements de parlementaires dépendent de la gestion du bureau. Mais vous savez, le bureau peut faire un travail. Mais si chaque parlementaire, chaque député vient avec ses convictions et avec ses idées, comment voulez-vous que le bureau s'occupe de chacun de nous quand on a des idées bien fixes à nous-mêmes? Non, c'est compliqué. Mais le Parlement de Caméré est tout à fait vraiment différent de celui de Minakou. Je n'ai pas connu celui de Caméré, j'étais pas là. Je ne sais pas comment ça... Vous n'avez pas besoin d'être là pour suivre la politique de son pays. Je suivais, mais croyez-moi que celui de Minakou, je le suis et je sais que c'est un grand monsieur, Minakou. Minakou, c'est un jeune, et c'est un jeune vraiment dynamique et surtout aimant son travail. Et je crois qu'on a bien fait de le mettre là. Mais pourquoi il n'arrive pas à produire le travail? Il n'arrive pas à atteindre la production au niveau de la qualité du travail qu'a abattu Caméré en son temps? Écoutez, le parallèle, je ne sais pas le faire, je n'ai pas connu le travail de Caméré, comme je vous l'ai dit, j'ai connu l'histoire de Caméré par la télévision. C'est peut-être une question de mot d'ordre. Il est peut-être coincé par le mot d'ordre ou par les injonctions qu'il reçoit. Je ne crois pas, c'est un homme assez indépendant d'esprit, Minakou. J'ai eu la chance et on est du même côté, puisque c'est le secrétaire général de la majorité. J'ai eu la chance de le côtoyer 2 ou 3 fois. C'est un monsieur bien dans l'esprit, et il a envie de faire bien. Vous pensez que s'il était là hier, les choses n'allaient pas se passer comme ça s'est passé? Je ne sais pas si monsieur Mwando Simba a fait bien son travail, mais je sais une chose, si Minakou avait été là, peut-être ça aurait été autrement. Ça, tout ce que je peux dire, c'est ça. Pour être vrai avec moi et honnête avec moi, je crois que Minakou aurait mieux fait, certainement. D'accord. Voilà. D'accord. C'est quand même malheureux que la gestion des structures étatiques soit limitée à des personnes. Non, justement, Minakou gère... C'est quand même assez malheureux, hein? Non, mais je pense que Minakou gère très bien la maison.
Mais c'est la gestion des hommes qui est difficile. Je vous l'ai dit tout à l'heure, Joseph Kabila l'a dit, avant que le pays change, avant que les institutions changent, il faut que les hommes changent. Minakou veut bien que les choses aillent dans le sens que lui voudrait. Mais si chacun de nous ne vient pas avec le même esprit, comment voulez-vous que Minakou change les gens? C'est difficile. Il faut que chacun de nous change. Il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais chefs, dit-on. Ah, écoutez, vous le dites si bien, mais au moins je sais que Minakou n'est pas un mauvais chef. Là, à ce moment-là, peut-être que ça sera la troupe. Peut-être que c'est la troupe qui est mauvaise alors. Ah ben dans ce cas-là, l'adage change, ça ne se vérifie pas en ce qui concerne Minakou. Minakou, moi je vous dis, je suis très critique quand je dois l'être. Vous m'avez posé une question sur l'homme qui dirige le Parlement, je vous dis qu'il le dirige bien. L'institution est très bien dirigée. Les hommes sont certainement mal inspirés ou mal dans l'esprit. Qu'est-ce que vous voulez que pauvre Minakou fasse, madame? Et qu'est-ce que Vital Kamerhe avait fait à son temps? Je ne sais pas. Moi, je n'étais pas là. Je ne sais pas comment Kamerhe a géré les hommes. Chacun sa façon de gérer les hommes, mais je sais que Minakou gère très bien l'institution. D'accord. On va parler de Burkina Faso, puisqu'on a évoqué la réaction du peuple burkinabé. Quelques jours après la chute de Compaoré, quelle lecture faites-vous en ce qui concerne la gestion de Burkina Faso? S'il y a quand même un lien, hein, parce que c'est un pays africain comme les nôtres, ils sont dans la même situation. Oui, bien sûr, nous ne sommes pas un pays isolé, nous sommes bien au contraire au centre de l'Afrique. Je n'aime pas beaucoup parler d'un pays que je ne connais pas. J'aime beaucoup parler de mon pays parce que je connais très très bien. Je sillonnais beaucoup mon pays. Mais les Burkinabés, vous savez, ils ont eu leur président pendant 27 ans. Ils savent, chaque pays a son histoire, a ses réalités. Ils savent pourquoi ils ont fait cette action pour que Compaoré parte du pouvoir après 27 ans. Mais je ne vais pas faire un parallèle. Pourquoi? Vous insistez sur le 27 ans parce qu'il faut faire 27 ans? Non, j'insiste, c'est parce que c'est beaucoup aussi. Ouais. C'est beaucoup et c'était peut-être à Compaoré. Lui, il a eu la chance, il n'est pas comme le nôtre, qui n'a jamais eu la chance de vivre pendant 5 ans, 10 ans sans guerre. Lui, il a eu un pays stable pendant une dizaine d'années. Je crois qu'il y avait un moment donné, il aurait pu réfléchir autrement. Et c'est vrai que l'alternance aurait pu beaucoup l'aurait traversé la tête certainement s'il avait été beaucoup plus sage. Parce que lui n'est pas comme nous. Nous sommes d'abord entourés des pays qui nous envient tous les jours. Nous avons des guerres en permanence ici. Joseph Kabila n'a jamais eu de chance de rester 5 ans sans guerre. Compaoré a une autre réalité. Moi, je ne donne pas beaucoup de crédit à Compaoré parce qu'il aurait pu, comme les gens ont demandé, céder. Il aurait pu construire une classe politique pour la succession parce qu'il a eu un pays stable. Économiquement, il était gâté parce que c'est un pays qui a reçu beaucoup d'argent de l'extérieur. La France l'a beaucoup aidé, les États-Unis. Mais malheureusement, il n'a pas pu profiter de cela pour préparer une nouvelle classe politique pour lui succéder. Et c'est dommage. Ça arriverait ici si Kabila, le jour où on laissera Joseph Kabila pendant 10 ans, sans guerre, seulement en train de faire la reconstruction du pays. Croyez-moi, il va y penser sincèrement. Mais on vous entend parler, et je suis quand même stupéfaite de vous entendre parler ainsi, parce que la majorité aurait délégué quelques de ses membres pour aller acquérir de l'expérience en ce qui concerne les mécanismes que devrait mettre en place Compaoré pour l'éventuel changement de la constitution de ce pays-là. Mais malheureusement, ils sont rentrés en débandade. Ouais, mais vous dites que il aurait pu passer la commande, il aurait pu gérer une alternance politique. Oui. Et pourquoi la MP aurait délégué quelques-uns de ses membres pour s'acquérir de l'expérience de Compaoré en ce qui concerne le changement de la révision constitutionnelle? Mais écoutez, Madame Ouamina, vous êtes en train de m'apprendre quelque chose que j'ai lu. Moi, je suis de l'AMP et je ne connais pas un seul acteur politique de l'AMP qui a pris l'avion, qui est parti à Ouagadougou. Je ne suis pas au courant. Oui. Franchement, j'en connais pas. On peut en citer. Si vous en avez, ça sera avec plaisir. Mais moi, j'en connais pas. On a cité un nom. Le jour où on citait le nom de ce monsieur, moi, j'étais là, je l'ai appelé. Il était au restaurant en train de dîner. Vous ne pouvez pas dire le contraire.
Vous ne pouvez pas parce dire que je le suis de la contraire. majorité. Oui, bien sûr. Non, mais depuis le début de l'émission, je fais que dire la vérité. Moi, je ne crains personne et je ne couvre personne. Moi, je suis pour le bien du pays et je suis pour le bien de l'action du chef de l'État. Et je suis pas là pour flatter quiconque. Moi, je dis ce qui sort de mon cœur et je n'ai pas besoin de flatter. Peut-être qu'il y a eu des gens qui ont traversé et qui sont partis à Ouagadougou. J'en connais pas. Je l'ai lu dans les journaux, mais il y avait un nom qu'on avait cité, mais j'ai appelé le monsieur parce que j'ai eu le privilège de le connaître. Je l'ai appelé, il a dit, mais mon petit, moi je suis au restaurant, moi j'ai jamais voyagé. Je suis là. Il ne pouvait pas dire le contraire. Non, il était ici. Physiquement, il était ici, c'est faux. Et alors, on dit en français que comparaison n'est pas raison, mais on se permet quand même de comparer la situation de Burkina Faso à celle de la RDC. On va dire comme ça que la RDC est en train de tirer des leçons. Mais écoutez, toute situation vécue dans un autre pays, c'est une leçon pour ceux qui ne l'ont pas encore vécue. Ça, c'est normal. On peut en tirer de leçons aussi négatives que positives, mais il faut en tirer des leçons. Mais un Compaoré, je ne sais pas s'il a eu un thermomètre pour savoir la température politique et de sa population vis-à-vis de lui. Est-ce qu'on croyait encore en lui? Mais nous, on a eu en 2011, il n'y a pas si longtemps, on a eu la température. Kabila a été voté, il a été réélu. C'est qu'on sait que la population est avec nous et est avec le chef de l'État. Mais si la température était vraiment, puisque vous parlez de la température 2011, on n'aurait pas demandé des dialogues, on n'aurait pas organisé des concertations si la température de 2011 avait été bonne. Écoutez, madame, quand on sort d'une élection où tout le monde se plaint, parce que ça plaît aux gens de se plaindre, ou un président... Même le chef de l'État sait que ça ne plaît pas. Ils ne se plaignent pas parce que ça leur plaît. Non, mais l'avantage... C'est parce qu'il y a eu de contentieux électoraux. Nous sommes une nouvelle démocratie. C'est la deuxième fois qu'on organise les élections. Il y a eu de dérapages. Le chef d'État lui-même, il a reconnu. Il a essayé, justement, de faire mieux en disant... maintenant, il faudrait qu'on fasse les concertations pour qu'on entende tout le monde, au lieu que ça soit dans les ambassades étrangères que les gens aillent se plaindre, qu'on vienne se plaindre pendant les concertations nationales. Voilà, il a appelé tous les Congolais. On va parler des élections tout à l'heure. Parlons d'abord de la révision constitutionnelle. Malgré la situation de Burkina Faso, pour qui on devait quand même tirer des leçons, mais il y a des gens qui persiste pour cette éventuelle révision constitutionnelle, entre autres le PALU, qui a même dit officiellement qu'on devait opter pour un changement de la Constitution. On va dire comme ça qu'il y a des gens qui sont quand même en train de conduire Joseph Kabila en erreur. Je ne sais pas s'ils sont en train de le conduire en erreur, mais chacun peut donner son avis. Joseph Kabila jusqu'à aujourd'hui n'a pas encore donné son avis. Moi, je ne parlerai de la révision ou bien du prochain mandat, comme les gens sont en train d'en parler, qu'après la volonté du chef de l'État. Mais la révision, madame, à moins que j'ai perdu mon français, aujourd'hui, j'ai lu la Constitution. Le PALU parle même du changement de la Constitution, il va plus loin. C'est de la Constitution que je parle. C'est comme ça que je vous dis que, à moins que j'ai perdu mon français, j'ai lu cette Constitution 2-3 fois. Écoutez, Évariste Bouchab, qui est un constitutionnaliste, connaît très bien le sujet, il en a parlé. Je crois que c'est une Constitution qui a été faite sur une base de sacrifice. C'est-à-dire, c'était pour les belligérants, effectivement. Il a dit le mot exactement. C'était basé sur les belligérants. Parce qu'on espérait sortir de la crise. On est sorti maintenant de la crise. Nous sommes dans une nouvelle phase de construction du pays. Quand on veut noyer son chien, on l'accuse de rage. Parce que vous voulez noyer cette constitution en votre faveur. Et vous l'accusez de tous les mots possibles. Je ne pense pas, madame. Et alors, la majorité, que répondez-vous aux gens qui pensent que la majorité a évolué suite à la situation de Burkina Faso, est allée quand même assez plus loin pour changer de tactique ou de méthode de jeu en optant pour un glissement de calendrier électoral? Non, le glissement n'a rien à voir avec la majorité. De toute façon, il n'y a pas de glissement. Malou n'a pas encore annoncé un glissement. Lui, il tient toujours à son calendrier électoral. S'il y a glissement, on saura par une institution qui est indépendante, la CENI. Maintenant, je vais vous parler de la Constitution. Je suis certain qu'aujourd'hui, même les amis de l'opposition savent que cette Constitution doit être changée. Ils le savent. Le problème de l'opposition, ce n'est pas la Constitution. Le problème de l'opposition, il faut savoir le dire, la vérité vraie, c'est la tête de Kabila qui ne plaît pas.
Eux, c'est le départ de Kabila. Si aujourd'hui Kabila disait je pars... Mais Kabila est à son dernier mandat, il doit partir calmement. Et... Écoutez, c'est la volonté de qui que Kabila parte? Parce que c'est le mandat, c'est le dernier, c'est vrai. C'est le dernier. Non, il n'a pas besoin de volonté de qui que ce soit pour plier ses affaires. Non, il a besoin de la population. Écoutez, aujourd'hui, c'est facile. Nous avons le meilleur rôle, nous les politiques, de défendre l'un ou l'autre. Ah oui, voilà. Mais est-ce que la population? Ce ne serait pas plus simple. Parce qu'aujourd'hui, je crois qu'en tant qu'intellectuel, aller sur le référendum populaire, ce ne serait pas une mauvaise chose. Parce que si l'opposition est tellement sûre de son combat, je crois qu'elle serait la première à demander le référendum. Parce qu'ils ont déjà, soi-disant, pris le thermomètre de leur popularité auprès du peuple congolais. Eh bien, ils n'ont pas à avoir peur. Parce que celui qui est sûr de son pouvoir sur le peuple, celui qui est sûr de sa popularité auprès du peuple, n'a pas à craindre d'un référendum. Monsieur Bemba, on n'a pas besoin de toutes ces gymnastiques ou de tous ces exercices alors qu'on arrive à son fin mandat. C'est plus simple. Vous faites votre mandat, deux mandats, ça suffit. Et passer le relais. Et celui qui viendra prochainement pourra, en ce moment-là, organiser, mettre des mécanismes en place pour pouvoir réviser la Constitution qui est, on vous entend parler, déplorée de tous. Non, madame, nous ne sommes pas en train de spéculer sur la Constitution ou sur la révision. La tête de Kabila ne plaît pas à l'opposition. C'est comme ça qu'elle n'est pas pour la révision. Aujourd'hui, on ne connaît même pas la volonté. On ne connaît même pas la volonté des chefs de l'État. Est-ce que vous permettez que nous évoluions? On n'a pas besoin de connaître la volonté du chef de l'État. Le chef de l'État va faire 2 mandats. Oui. Et c'est prévu qu'il fasse 2 mandats. Oui. Et qu'il passe la commande à une autre personne. Il a 2 ans et demi. Il a encore 2 ans. Oui, mais on n'a même pas besoin de connaître sa volonté quant à ceux. Mais il a dit qu'il allait respecter la Constitution. C'est clair. Il a dit qu'il allait respecter la Constitution dans son ensemble. Donc il n'y a pas débat. Il n'y a pas débat. Je vous ramène au glissement du calendrier électoral, puisque vous avez passé outre. Et une certaine opinion pense aussi que le recensement de la population, cette structure que le chef de l'État a mise en place, fera en sorte qu'on puisse tirer les choses en longueur. Mais écoutez, le recensement, c'est une obligation pour nous. Nous avons été aux élections 2006, 2011 sans recenser. On ne sait même pas combien de gens ont voté. 33, 34, 35 millions. Nous sommes à 75, je crois. Eh bien, est-ce que c'est pas normal qu'on connaisse chaque citoyen congolais? Est-ce que c'est pas normal qu'un chef du quartier sache exactement combien d'habitants habitent dans son quartier? Est-ce que c'est pas normal qu'un bourgmestre sache combien sa commune contient comme population? Je crois que c'est une démarche normale. Si on veut qu'il y ait des élections avec un risque peut-être moindre, je crois que le recensement, c'est une démarche démocratique. Et je crois qu'aujourd'hui, on irait pour le vote, on voterait tous pour le recensement. On a envie de connaître qui est congolais, qui ne l'est pas, et qui va aller voter, madame. Je crois que le recensement, c'est une démarche logique d'une démocratie nouvelle comme la nôtre. Mais c'est vrai qu'on dit qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire. Bien sûr. Et on se demande même pourquoi. Est-ce que c'est maintenant qu'on doit recenser la population? D'aucuns pensent même que ça pourrait aller au-delà de 2016. Ça peut tirer à longueur jusqu'à 2019 parce qu'on a déjà vu le recensement de la population au Sénégal. Ils ont mis à peu près 4 ans pour recenser la population alors que nous avons un pays vaste avec une population vraiment immense vis-à-vis du Sénégal, et nous avons nos réalités par rapport au Sénégal qui a assez consolidé sa démocratie. Si le Sénégal a mis 4 ans pour recenser sa population, combien de temps mettrons-nous pour recenser cette population et comment y parvenir sans transition? Écoutez, il faut laisser le professionnel le faire. Ceux qu'on a mis là-bas à ONIP, je crois que ce sont des grands professionnels. En tout cas, celui qui les dirige, le professeur Loumanou, c'est un professionnel que je connais et je sais qu'il va faire le travail qu'il faut. Ça prendra Le professeur Loumanou est un politicien, c'est un professeur, c'est un politicien, mais ce n'est pas un technicien. Non, pourquoi ce sont les politiques qui doivent gérer cette structure? Mais écoutez, madame, on est technicien quand on s'entoure des techniciens, même si on est politique. Pourquoi ne pas donner aux membres de la société civile pour gérer?
Mais Malou Malou, c'est pas un technicien de la CENI. Il est devenu technicien à force d'apprendre. Il est évêque. Mais Malou Malou n'est pas politique. Non, mais il est évêque. Il est apolitique. Il est évêque, il n'était pas... Mais pourquoi mettre des politiciens à la tête de cette structure? Mais, écoutez, c'est les qualités. Est-ce que c'est déjà pas un match gagné d'avance? Non, il faut toujours voir les mauvais côtés de l'affaire. Malou Malou, c'est un professionnel du métier. Il a été ministre de l'Intérieur, c'était son projet. Et je crois que si le chef de l'État peut mettre la main dessus, c'est parce qu'il sait que ce monsieur va faire du bon travail. Moi, en tout cas, en ce qui me concerne, je le connais personnellement. Je sais qu'il fera du bon travail pour le peuple congolais. Et il ne faut pas qu'on se tourne toujours vers voir le pouce dans les cheveux de tout le monde, sous la tête de chacun de nous. Je préfère voir les choses se passer pour les résultats afin de juger. Mais techniquement, nous savons tous qu'il est impossible d'organiser toutes les élections d'ici à 2016. Et pourquoi on tarde pour le dire clairement à la population? Qu'est-ce qu'on attend pour l'annoncer? Annoncer quoi, madame? Que techniquement, c'est impossible d'organiser toutes les élections d'ici à 2016. Malou Malou vient de promettre le calendrier global. Vous allez le voir. Promettre, oui. Mais il va le sortir là. Il va le sortir, c'est imminent. Il va sortir un calendrier global et vous verrez qu'il tiendra parole. C'est pour 2016. Eh ben, il reste dans son calendrier. S'il y a des événements qui se passent entre-temps, écoutez, nous ne sommes pas à l'intérieur de la CENI. Malou Malou nous expliquera pourquoi il va prolonger. Mais jusque-là, il a dit que le calendrier global va sortir. C'est imminent. Regardons voir les choses. Mais le calendrier va être là, à chacun de juger. Vous verrez qu'il va tenir compte de 2016 et il n'échappera pas à la vérité. Si l'on l'aide à agir pour les élections transparentes et apaisées, lui, il pense que le processus électoral 2013-2016 est confronté à des graves impasses, entre autres budgétaires et temporelles. Qu'en pensez-vous? Qu'en pense AETA, c'est une structure. Ah oui, la structure. Ouais. Écoutez, de toute façon, on ne peut pas aller aux élections sans moyens. Si les moyens doivent être trouvés, je crois que les autorités vont tout faire. Ils l'ont déjà fait pendant les élections passées. Ce sont des professionnels et des conscients du travail qu'ils font. Aujourd'hui, on parle qu'il n'y a pas de moyens, alors que... Qui dit qu'il n'y a pas de moyens? Vous dites que... Non, j'ai dit on ne peut pas faire les élections sans les moyens. On trouvera les moyens de le faire. On ne les a pas encore trouvés. Je suis sûr que la machine est mise en route. Sinon, il n'y aurait pas la CENI qui est en train de donner déjà des garanties sur le calendrier. C'est que la CENI a déjà reçu des garanties du gouvernement. Je suis sûr que M. Matata va faire le nécessaire pour trouver l'argent. Alors qu'il n'y a pas longtemps, le gouvernement congolais était en train de se torquer le torse pour dire que nous n'avons pas besoin, l'argent, l'aide des États-Unis en ce qui concerne les élections n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan. Bien sûr, mais ils n'ont pas tort, madame. On a entendu parler de cette aide-là. On ne peut pas refuser une aide parce que nous ne sommes pas demandeurs. Mais une fois que l'aide est là, on ne peut pas la refuser. Mais il ne faut quand même pas qu'on se manque d'un grand coup. Congo, en nous annonçant 10 millions. Or, les élections vont coûter 700 millions, 800 millions. Je crois il faut faire la part de choses. Je crois qu'ils n'ont pas eu tort de dire que c'est une goutte. C'est vraiment une goutte. Mais alors, sur les 169 millions qu'a besoin la CENI pour organiser le local, on a parlé de 30 millions déjà. Et où est passé cet argent? Madame, c'est un processus. S'il y a 30 millions, c'est qu'il faut ajouter 130 millions. Je suis sûr que le gouvernement va les trouver. Je fais confiance à mon gouvernement et je sais que Malou Malou va organiser les élections sans souci pour le local, les municipales et les élections locales. Voilà, c'est ça. Je ne me fais pas trop de soucis pour ça. Est-ce que vous vous sentez à l'aise quand vous défendez quelque chose qui ne peut pas être défendable? Non, je défends parce que je connais. Je ne défends pas. Vous m'avez posé des questions sur l'hémicycle tout à l'heure, ce qui s'est passé. Je n'ai pas défendu les gens qui ont fait le théâtre. Mais là, je peux défendre parce que je connais l'institution, je connais les acteurs, les gens qui les conduisent. Et je sais que c'est des gens avec beaucoup de conviction et c'est des professionnels du métier. Là, je peux dire que les élections auront lieu parce que je connais l'abbé Malou Malou et je sais combien il est important qu'il fasse ces élections et combien lui-même pense qu'il doit le faire.
parce qu'il a un défi à relever. Alors que parmi les 12 exigences qu'a posées la CENI, il n'y a qu'une seule qui a été exécutée. Est-ce que vous croyez vraiment à l'avenir de cette structure? Bien sûr, j'y crois. Malgré cela? Je crois parce que vous savez, parfois le départ c'est dur, c'est très difficile, mais une fois que les choses sont lancées, on verra les choses avancer beaucoup plus vite qu'on l'imagine. Très bientôt là. Ben, au cas où, est-ce qu'il y a un plan B au cas où on n'y arrivera pas à organiser toutes les élections d'ici à 2016? Y a-t-il, la MP prévoit-il un plan B? Mais nous ne pouvons pas, prévoir. Nous pouvons pas prévoir un plan B, madame. Nous sommes de la majorité présidentielle, la CENI est indépendante. On ne peut pas prévoir. C'est à la CENI de prévoir. Alors que gérer, c'est prévoir. Ce n'est pas nous qui gérons la CENI. Ce n'est pas la majorité. Il ne faut pas qu'on confonde les choses. La CENI est une institution indépendante. Au cas où la CENI serait bloquée parce qu'il n'aurait pas reçu le fonds de la part du gouvernement, est-ce que pour organiser les élections, toutes les élections d'ici à 2016, est-ce que la MP prévoit-elle un plan B? Madame, vous croyez vraiment que il doit y avoir une voie de sortie, de toute façon. Vous croyez vraiment que nous, qui sommes déjà dilapidés tous les jours, on nous insulte de tous les côtés parce que nous sommes de l'MP. Mais il n'y a pas de mal à avoir un plan B, c'est justement prévoir. Ce n'est pas à nous d'avoir le plan B. Compaoré aurait dû prévoir, aurait dû avoir un plan B, il allait se sortir d'affaires. Vous me parlez de plan B de la CENI. Je vous parle de plan B de la MP. Non, nous n'avons pas de plan B pour la CENI, madame. Je ne vous parle pas de la CENI. Vous parlez de quoi? Je vous parle au cas où le pays ne pourra pas organiser, c'est-à-dire la CENI, qui a déjà des déficits budgétaires et temporels pour l'organisation des élections. Budgétaire, c'est-à-dire ça doit provenir du gouvernement, le gouvernement qui est géré par la MP. Voilà. Ok. Oui. Alors au cas où ce blocage, la CENI serait butée à ce blocage-là, qu'est-ce que la MP prévoit comme plan B, comme voie de sortie? Je vous dis simplement, en tant qu'acteur politique et responsable, moi, je sais seulement que nous, du côté de l'AMP, on ne voudra pas avoir cette faute de notre côté. On trouvera l'argent pour la CENI, parce que Malo Malo doit organiser les élections. Si jamais il n'arrive pas à les organiser parce que le calendrier ou les moyens logistiques lui manquent, nous, on ne voudra pas avoir cette faute de notre côté parce que nous, on trouvera l'argent pour la CENI. Quant au plan B, c'est à Malo Malo de proposer si le plan A ne marche pas. Mais ce n'est pas à nous, l'AMP, de proposer un plan B, madame. Je suis désolé. Ça, je ne veux pas jouer à ce jeu-là parce que je ne connais pas un membre de l'AMP qui serait d'accord à faire un plan B pour Malo Malo. Malo Malo, c'est un homme terriblement indépendant et je crois que même la majorité qui le fréquente, certainement pour des réunions, on appelle la majorité, la société civile et l'opposition certainement souvent chez Malo Malo, ils savent que c'est un homme assez compliqué et ils n'auront pas à le faire tourner en bourrique. Ça ne marchera pas. Malo Malo est indépendant d'esprit et croyez-moi, il fera ce travail-là avec beaucoup d'indépendance. D'accord, d'accord. Ça ne reste plus que 5 minutes, malheureusement, mais on va rapidement parler du dialogue. Oui, d'après l'Union européenne et l'ONU, l'AETA aussi conseille qu'il y ait un dialogue qui pourra inclure toutes les parties visées ou concernées, afin de pouvoir sortir d'un blocage. De ce blocage, ne pensez-vous pas que cela est réaliste? Mais écoutez, je vais rester fidèle. Vous ne voyez pas de blocage? Je vais rester fidèle à moi-même. Je suis passé sur quelques télévisions de la place. Je n'ai jamais vu de blocage, d'abord. Et moi, je ne comprends pas les dialogues dont on parle. On a eu les concertations nationales. Les dialogues est permanent dans ce pays. Où est-ce que ça nous a ramené, ce concertation nationale? Mais écoutez, nous sommes sur le chef de l'État est en train de se préparer à sortir son gouvernement. C'était dans le but d'organiser
d'organiser une cohésion. Et si tout le monde n'a pas pu se présenter aux concertations nationales et que ces mêmes personnes réclament cette fois-ci un dialogue franc. Ce sont des calculs politiciens, on connaît ça. C'est la même chose qu'on a vécu en Afrique du Sud. C'est toujours le partage de gâteaux. Et ça, avec le théâtre que j'ai vu. Il semble même que, avec le théâtre que Joseph Kabila lui-même serait d'accord pour ce dialogue, serait partant pour ce dialogue. Je ne suis pas le porte-parole de Joseph Kabila. Moi, je sais seulement que notre président a déjà fait, c'est lui qui a initié les concertations nationales, et c'était pour un dialogue justement entre Congolais. Je ne sais pas de quel dialogue on parle maintenant. Si c'est une demande de l'opposition, elle doit nous dire à quoi elle consiste, puisqu'elle veut à tout prix la tête de Kabila en 2016. Je ne sais pas pourquoi dialoguer avec quelqu'un que vous êtes en train de vouloir la tête pour 2016. Pourquoi faire? Dialoguer, pourquoi faire? Qu'on nous laisse travailler, on a 2 ans et demi, on va le faire. Une fois arrivé à terme, on jugera, le chef de l'État donnera son avis par rapport à ce qu'on est en train de lui fabriquer comme mensonge tous les jours, qu'il a envie d'échanger, qu'il a envie de toucher. Il a encore rien dit jusqu'aujourd'hui, et l'opposition réclame des dialogues. Pourquoi faire? C'est ça. Parce que je suivais un opposant il n'y a pas longtemps, parce que c'est ça l'opposition aussi, individuellement. Ce monsieur appartient à l'opposition qui a dit on veut bien aller au dialogue mais sans Kabila. Il a dit. Il y a un opposant de la place qui l'a dit, un élu, je crois, de Kinshasa, qui a dit non, nous, maintenant, avec ce qu'on avait à Ouagadougou, on a envie d'aller au dialogue, mais sans Kabila. Vous voyez des choses comme ça, des réactions belliqueuses comme ça, c'est des très mauvais souvenirs. Si ça ne tient qu'à moi, si c'est ça l'opposition, chaque fois, aller menacer les gens, vous allez voir, Bokumona, bientôt Boki Manazela, Bokubombana. Ça vous fait peur? Non, ça ne me fait pas peur, parce que j'ai pas peur de l'opposition, il n'y a pas d'opposition. Malheureusement. Alors, écoutez madame, si c'est pour ça, eh ben moi je suis prêt à prendre mon bâton de pèlerin pour aller convaincre la population de laisser Kabila en place, si c'est pour écouter des gens qui sont en train de nous menacer en longueur de journée, comme si le pays appartenait à une famille des opposants et qu'ils ont envie de nous fouetter quand on partira. Je suis déçu de l'opposition congolaise. Je voyais une autre opposition. Vous savez, il y a un analyste européen qui l'a dit il n'y a pas longtemps dans Jeune Afrique, François Soudan, qu'il y a plus d'opposition du côté de l'Afrique de l'Ouest que du côté de l'Afrique centrale. Ben avec ce qu'on voit au Congo, je crois que je vais lui donner raison à cet analyste français. Ben voilà, parce qu'il s'agit d'un analyste français. Non, mais il est étranger s'il arrive déjà à le dire de loin. Parce que ça vous arrange aussi. Non, pas du tout. Pas du tout. Je suis en train de vivre la réalité ici. On dit qu'il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Au cas où la AMP opterait pour un dialogue franc, est-ce qu'elle acceptera de pouvoir le faire dans l'esprit et dans la lettre de l'accord cadre d'Addis Abeba et de la résolution 2098? C'est quelque chose qui m'a toujours surpris par rapport à des textes toujours signés à l'étranger, et on prend ça comme ça. Vous avez pris la parole. Non, je vous ai donné la parole d'un journaliste, un analyste français comme parole d'évangile. Alors non, pas comme parole d'évangile. J'ai dit, je commence. Parce que ça vous arrange. Je lui donnerai raison, parce mais donnez également raison aux textes, même quand ils sont élaborés à l'étranger. Mais vous croyez que ces textes, madame, Kabila ne les connaît pas? Avant même de le signer. C'est ça la naïveté parfois mais les de Congolais. connaître est une chose, les appliquer en est une autre. Avant de le signer, il savait qu'il allait les appliquer, il le fait bien. Chaque fois qu'il y a comment vous dites ça? Chaque fois qu'il y a une réunion de mécanisme avec M. François Mwamba, eh ben, je crois que la communauté internationale se rend compte que nous avons fait beaucoup d'efforts, contrairement à d'autres pays voisins qui étaient aussi concernés par l'accord d'Addis Abeba, et on voit bien que le Congo a fait beaucoup plus d'efforts que les autres. Je crois qu'il faut qu'on se regarde quand même dans les yeux. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce que nous ne sommes pas parfaits, madame. Nous pouvons faire des choses, mais nous ne pouvons pas faire des choses parfaitement non plus. Je crois qu'il faut faire confiance. Mais nous avons les devoirs d'être un modèle en Afrique, n'est-ce pas? Bien sûr, c'est notre devoir et nous allons l'être. Donner le temps au temps. Kabila a dit en Amérique il n'y a pas longtemps, le Congo est à nouveau debout. Je crois que pour qu'il marche longuement debout, il faut pas qu'on lui mette aussi des bâtons dans les roues, sinon il tombera de nouveau. Et ça, on n'en a pas besoin, sincèrement parlant. Le Congo est debout, certes.
Mais un éventuel chaos est à l'horizon. Hein. En tout cas, le chaos ne viendra pas. Il retombera encore certainement le chaos ne viendra. Si la MP tient mordicus au changement de la Constitution. Le chaos ne viendra pas de la MP, faites-moi confiance. Et le chaos ne viendra encore moins de Kabila. Vous savez, moi je suis quelque part un villageois. J'ai beaucoup vécu à l'Équateur dans mon village. Je suis né dans un petit patelin qui s'appelle Boussinga, dans le nord Ubangui. Et vous savez, j'ai un souvenir, et ce sont des témoignages de familles habitant cette localité. Il y a des guerres qui se sont passées. Il faut demander à ces gens-là qui les a terminées. Il faut demander aux Boyomais, les gens de Kisangani. 2 armées étrangères se sont battues sur notre sol. Quels souvenirs ils ont gardés? Qui a terminé ces guerres-là, si ce n'est pas Kabila? Je voudrais qu'il y ait un scanner qui prenne l'image du pays et que chaque opposant prenne le scanner, voie l'état du pays. C'est pas le moment de campagne, M. Bemba. Pour que chaque opposant, de toute façon. Voilà, pour que chaque opposant prenne le scanner, regarde l'état du pays et regarde ce que Kabila fait comme miracle tous les jours pour sauver le pays. Mais parce qu'il en a eu l'occasion. Mais parce qu'il en a eu l'occasion, donner la chance à quelqu'un d'autre et pour voir ce qu'il fera lui à son tour. Écoutez, moi je ne préfère. Je vous remercie. Je préfère ne pas tomber dans l'inconnu. Ça, c'est de l'inconnu. Je prends aucun risque. Je préfère garder celui qui est là, qui fait du bien déjà au pays. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est un plaisir pour moi. Oui, merci aussi à vous d'avoir suivi cet entretien. Merci beaucoup. Mais vous pouvez également le revoir demain, 7h30, mais également le jeudi à 23h. On se fixe pour ce rendez-vous le mardi à 20h30 avec un nouvel invité. Mais entre-temps, prenez bien soin de vous et restez avec nous sur B1.